Good afternoon. Thank you for being here. I'll do my best to conduct it in English. Sadly, I cannot speak French very well, although they're going to be speaking in French as their choice as well to respond. But I think following the thread that we listened from the last panel and the introduction, it's about talent. I mean, the game, it's about talent, and I think we have three of the best exponents of talent and talent development in the African continent. And I was reading some stats that said that between 15 and 20% of global footballers come from Africa, that Africa exports over 6,000 footballers a year. On the flip side of that coin, the revenue of the global football industry, less than 1%, trickles back to Africa. So we'll focus on the impact from a business standpoint and talent, and we'll go a little bit deeper as well in terms of what is needed from the infrastructure, the governance, and the building of the ecosystem to actually ensure that not only the talent is protected, but that actually can be harvested for growth in the future. So, and we were discussing about how to frame that. And I think the first round of questions will be based on the experience. I mean, you have three former players, very successful national head coach as well, entrepreneurs on their own. They've experienced football internationally. And I think that the first thing is, and I'll start with Fred on that extreme, is how, from that experience that you had as a player, but now as an entrepreneur and an advisor to the African football, how do you see the necessity of building a platform that allows for a proper development of players, right? And being able to accompany the African talent into global stardom or evolution. Should I start? Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Donc, un plaisir d'être ici. En ce qui concerne ce qu'on apprend sur le terrain et de notre expérience en tant que professionnel, et avant ça, à travers les académies par lesquelles on est passé, je pense qu'il y a une chose qu'on essaye de transmettre qui est l'exigence. Oh, sorry, should I speak English? I can follow you. Yeah, okay. Sorry. So I think the professionalism, it's something that we learn throughout our career. And obviously when we pass on the other side of that line, we try to transmit and convey that message of thoroughness towards the youth. And I think this is the biggest thing to make our young players understand that actually being professional, as I always tell them, it's not only a financial status, but it's also a state of mind. Being ready to put the effort and being serious, being thorough in your day-to-day activity. And the mental aspect as well. I think that if we learn something playing in big clubs and playing at a professional level is the mental aspect, which is very important. Dealing with competition, dealing with also consistency. I think this is something that we always have to convey to the next generation, because you can be good one day, less good another day, etc. But how do you build something that can carry on at a decent and the highest level? And I think it's one of the biggest challenge. After maybe we're going to speak about that. How do you put in place a system where all our youth in Africa, back in Africa, can integrate this kind of program where the level of professionalism in their development is high enough to bring them to the highest level. And Jeremy, to focus a little bit more in terms of the challenges, you from the FIFPro Africa perspective, I mean, your leitmotif is protecting the welfare of the players, not only as they develop as players, but as human beings and men, women. The logic of approaching talent development faces many challenges, and depending on the region, those could be many. Could you
take us a little bit deeper in terms of which are the most pressing challenges in the African continent for that development of players, especially towards the ecosystem of local leagues? Merci. Permettez-moi de répondre en français. Je dois dire que l'un des plus gros challenges en Afrique, c'est la reconnaissance du footballeur, le statut du footballeur comme professionnel. Il me souvient qu'il y a quelques années, la FIFA a fait des recommandations à ses associations membres de mettre sur pied des ligues professionnelles. Et je peux vous dire, les clubs qui participent, entre guillemets, dits professionnels, ne sont pas du tout professionnels. Du coup, nous sommes confrontés, nous qui défendons les droits et les intérêts de ces jeunes footballeurs, nous sommes confrontés au non-respect des contrats. Je vous ai dit, le football est un métier. Et lorsqu'un jeune décide de faire du football comme métier, il doit avoir des droits et aussi des engagements. Mais la plupart du temps, ici en Afrique, les clubs ne respectent pas leurs engagements. Nous sommes habitués à aller les défendre. Voyez-vous, les clubs rompent les contrats d'un jeune unilatéralement. Ils ne payent pas leur salaire, leur bonus. Lorsqu'un joueur est blessé, ils ne s'en occupent pas, sachant que le jeune, il a choisi pour métier le football. Ils ne sont pas assurés. Vous savez que c'est un métier où on n'est pas sûr et un métier encore spécial parce que c'est pas un métier comme tous les autres parce que vous pouvez jouer dans une carrière sportive, tu ne vas pas me dire le contraire, c'est maxi 10 ans. Donc ils doivent avoir un statut particulier et c'est pour ça que je peux envoyer un message ici que tous ces acteurs-là devraient se retrouver autour d'une table pour discuter d'une convention collective pour que ces joueurs-là soient protégés en cas peut-être de blessure ou bien quand ils ont des litiges, ils sont représentés. Au niveau des fédérations, parfois il y a la Chambre nationale de résolution de litiges qui doit être, ou elle doit être paritaire et qu'on doit avoir les représentants des footballeurs, mais encore, ce n'est pas toujours respecté. Donc, il faut beaucoup améliorer dans l'organisation, dans l'application des textes et la gouvernance. Okay, thank you, Jeremy. And Coach, you've been coached, now you are a coach, and the coach figure is almost like a paternal figure towards their team and their locker room. You've also shown that tactical leadership from Africa can succeed in the biggest stage. You made a wonderful run at the World Cup. How do you think that example and the work that you guys are collectively doing in the Moroccan Federation can set the stage or the example for the African coaching stature, right? Salam alaikum. Bon, en français, ce sera meilleur que my English is not great. I prefer in French. Alors, en effet, pour le développement du football africain, ce qu'a fait l'équipe nationale du Maroc, je pense, c'est envoyer un signal au continent qu'aujourd'hui l'Afrique pouvait rivaliser avec les plus grands, à condition bien sûr de faire les choses par étapes, et c'est ce qu'a bien fait le Maroc pendant pratiquement plusieurs années. On a d'abord structuré le pays en termes de terrain de football, en termes d'académie. À la Coupe du Monde, je crois qu'on avait 4 ou 5 joueurs formés à l'académie Mohamed VI. Il y a des étapes à suivre. Des fois, on veut aller un peu trop vite. Bon, j'ai la chance d'avoir une fédération qui travaille. Et on a fait par étapes. La Coupe du Monde, c'était, on va dire, la cerise sur le gâteau
pour confirmer un peu que voilà, quand on faisait les choses bien, qu'on structurait les clubs, même s'il y a encore beaucoup de travail au Maroc, qu'on travaillait avec la formation, qu'on travaillait la formation des cadres aussi, qu'on était organisé comme les plus grandes nations, parce qu'en termes d'organisation, l'équipe nationale du Maroc n'a rien à envier aux plus grandes nations au monde, eh ben on était capable de rivaliser avec les meilleurs. Et je pense qu'on a envoyé un signal qui est positif, parce que maintenant, je pense qu'il y a une dynamique qui s'est installée en Afrique. Les gens ont pris conscience qu'on était un continent à fort potentiel, puisque comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de joueurs d'origine africaine ou venant d'Afrique qui jouent dans les meilleurs championnats au monde. J'espère qu'à l'avenir aussi, il y aura beaucoup plus de dirigeants venant d'Afrique qui seront dans les meilleurs championnats du monde. Beaucoup d'entraîneurs aussi, parce que malheureusement aujourd'hui, même les entraîneurs, on n'a pas la même cote que les joueurs. On a encore ce complexe qui fait de dire qu'avec un entraîneur étranger, on pourrait faire mieux. Alors cette Coupe du Monde a un peu montré qu'avec un entraîneur africain, on était capable de faire de grandes choses. Et je pense que c'est de bon augure. Maintenant, c'est une première étape. Il y a encore beaucoup de travail en termes de droits des joueurs, en termes d'académie, en termes de mentalité. Parce que, comme l'a dit très bien Fred, être professionnel de football, c'est un travail et c'est une mentalité. C'est ce qu'on doit faire intégrer aux jeunes joueurs, de par des académies, de par aussi des structures. Et petit à petit, quand chaque pays va développer cela dans son cadre individuel, eh ben, ça va relever le niveau des championnats en Afrique, bien sûr, des compétitions, même si je pense qu'aujourd'hui la CAN va être une des meilleures compétitions au monde, avec le nombre d'équipes qu'il y a et le nombre de talents qu'il y a. Et petit à petit, on va y arriver. Mais c'est vrai qu'on est heureux en tant que Marocain d'avoir au moins servi, pour le moment, d'exemple à suivre. Mais on n'a pas envie juste d'être un exemple, on a envie d'être régulier, de continuer à être régulier, à participer aux Coupes du Monde, à gagner des matchs, à gagner des titres pour faire partie des grandes nations mondiales, mais sur le long terme. Okay, thank you, Coach. Listening to your points now and what Jeremy has explained and what Fred opened with, we're in an industry. So to kind of sum it up, we need professionalism, we need a clear governance structure so everyone knows what is the role, but we need sustainable business models, right? To be able to allow that trickle back. And I mentioned this because I'm not coming from a footballing country, although I live in Spain, but I'm from the Dominican Republic. Actually, my sport is basketball, but our sport as a country is baseball. And I find similarities to the African reality. The Dominican Republic exports more than 10% of Major League Baseball players. Some of them are the biggest contracts. The vast majority are not. But just under 2% of the global baseball revenue goes back to the country, right? You could say the same thing about African football. We're speaking about 20% of the players, more than 6,000 players a year, less than 1% of revenue goes back. If we want to focus on this, I want to have your past experience as players in Europe and in some of the biggest leagues in football. What do you have learned or experienced that you could say could be the tools or the platforms or the pieces of the ecosystem to allow the local leagues or the local African ecosystem to be able to support better the development process, but also the business process of football, so African talent continues to grow? And maybe, Jeremy, you can start with that. Bien. Moi, je pense qu'il faut mettre le doigt dedans. Vous savez, vous parlez des académies. En Afrique, on parle des académies, mais il faut dire la vérité, la plupart des académies ne respectent pas certains rouages du football. Quand on regarde certaines académies, ils n'ont pas d'infrastructure. Certains n'ont même pas de ballon. Et ils parlent de la formation. Alors que vous savez, comme moi, que pour réussir, il faudrait que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Il faudrait qu'ils
ils sortent chaque jour pour aller s'entraîner sans avoir la pression dans la tête. Mais nous avons des académies qui ne respectent pas tous ces engagements-là. La responsabilité, je pense que les fédérations doivent prendre leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'écosystème du football, la fédération est là pour s'occuper du football amateur, la formation des jeunes. Il y a le gouvernement aussi qui, à travers les jeux au sucre, qui peuvent encourager cela. Pour devenir un footballeur, un grand footballeur, je pense qu'il y a des obligations de faire sport-études. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que vous allez simplement faire du foot, je ne suis pas convaincu que sur 1000 jeunes, il y aura 5 qui vont réussir. Vous ne me direz pas le contraire. Donc, il faut mettre tous ces outils-là autour d'une table pour encourager, déjà pour qu'on donne les agréments à tous ceux-là qui pensent avoir des académies, qui soient capables de... Parce que ce sont des enfants qui demain aspirent à être footballeurs professionnels. Donc il faut les mettre dans les meilleures conditions. Et on sait que pour devenir footballeur professionnel, il y a beaucoup de demandes. Donc pour moi, pour que demain on ait une Afrique... D'ailleurs, l'Afrique, on a cette chance-là d'avoir... On est une terre bénite parce qu'à chaque fois, on crée des très, très grands joueurs. Mais combien on en perd? Parce qu'au niveau de la formation, au niveau des académies, il y a beaucoup qui ne respectent pas certains rouages. On parle simplement de ceux qui ont réussi. On va parler de Kanouté, on va parler de Drogba, on va parler de Eto'o, mais on ne voit pas combien perdent parce qu'ils n'ont pas réussi la formation exacte. Et ça, c'est la clé au niveau de la formation. Si dans les formations, on met tous ces outils-là, on les met dans les meilleures conditions, je pense qu'on pourra à l'avenir avoir encore plus de grands joueurs et même ils vont jouer dans les championnats locaux parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les jeunes footballeurs, leur rêve c'est de partir en Europe. Personne ne peut les stopper. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'ils pensent gagner. Mais qu'est-ce que nous aussi, au niveau de l'Afrique, nous faisons pour que ces jeunes-là restent? Donc, encore, il faudrait que les responsables, pas simplement les fédérations, l'État, tous les institutions qui sont l'écosystème du football doivent se concentrer, surtout chez nous en Afrique, la CAF, qui est d'abord le leader au niveau continental, suivi de ses associations membres et toutes les parties prenantes. Coach, you want to follow up or Fred? I'm going to do a bit of English, so there's a little bit for everyone. But yeah, I completely agree with what Jemery just said. And I think at different level, we need to rethink football in Africa. We have what is the hardest to get, and it's almost natural, which is the talent. I don't think there's any continent that can, I would say, show off that much talent, raw talent. Unfortunately, this talent, as you said, needs to be accompanied by the federations, by all the organizations that look after football locally in their country. This is very, very important. So on the pitch, obviously, we need to have content. So if we look at the content, we need to make sure that our coaches are trained seriously, because today, unfortunately, in Africa, if you want to have, in most countries, not everywhere, if you want to have like good coaches, they need to get trained somewhere else because what they get locally is not enough. So we need to make sure that we train our coaches well, we need to train our players well, and we need academies to be accompanied by the local authorities, by the federation, to make sure that this is sustainable, you know. So we need the means for that to achieve these objectives. And I would say as well, we need to make sure that the revenues, because at the end of the day, we need revenues for that, because otherwise it's just like dreaming. How do you want to work if you don't have the revenues to develop your academies? Of course, every time we have a question of leadership, we need
honesty and we need competence. You know, if we put at the head of our institution people who are not competent or are not honest, we will never achieve anything. So this needs to be said as well. Then when we have this, we need to develop virtuous ecosystem. Also by putting more value to our leagues. And as here in Morocco, for example, you have good leagues. Also, it gives value to the players. Imagine now in my country, in Mali, there's not even a professional league right now. So how can you put value to the players? So their only dream is to play abroad. That's their only possibility to make a living. And the revenue that is coming back to the clubs, to the training club, is very little because the player has not been, I would say, valued because he's never played at a high level. So there's the question as well of the, there's a lot of questions, but the TV as well. If we have a proper league where we can watch TV, today, just to give you an example, for example, only in Mali and in many countries in Africa, they know players now that are playing an under-17 African Cup here in Morocco better than when they play in their own country in the first league. Why? Because the TV production right now makes it attractive. The stadiums are nice, everything is nice, so it makes you it makes it more desirable, you know? So the product is having more value, and then you will be able to sell your players at a higher price. Then the revenue goes back and trickle down, as you were saying, to the academies. Then it creates a virtuous circle. But at the beginning, we need that initial sponsor, this initial investment to make sure that at least it starts. And after that, we can finally create that virtuous circle. So it's a lot of work, but we keep hope. And as you said, you didn't only send a right message to Africa, you send a right message to the world, what they did. So I think they've done what I've spoken about, they've done most of it. So that's why they're a little bit and much more in advance compared to many countries in Africa. So hopefully in the coming years it's going to change here. Do you want to add something there, Coach? Or? Non, alors c'est intéressant parce qu'on a parlé donc des joueurs. Donc en Afrique, on a potentiellement les meilleurs joueurs. On a un continent qui est très riche. Et à contrario, comme on dit, les droits télé ou bien les budgets de certains clubs, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui investissent dans le football en Afrique. Il y en a beaucoup de différences entre les pays. Au Maroc, c'est professionnel. Au Mali, donc, la ligue n'est pas professionnelle. Donc il y a trop de disparités pour que le continent avance au rythme qu'on souhaiterait. Donc ça, c'est aussi bon. Au niveau de la CAF, bien sûr, ils travaillent, je pense, pour développer tout ça. Mais ce qui est clair, c'est que le continent d'avenir en termes de football, c'est l'Afrique, puisqu'on parle en termes de population, en termes de football, de qualité technique, de potentiel. Eh ben, comme j'ai envie de dire, il ne faut pas perdre le nouveau Messi. Le nouveau Messi viendra sûrement de l'Afrique. Qui va être capable de le créer? Ce qui est sûr, c'est que le nouveau Messi sortira avec une bonne formation forcément, puisqu'on se rend compte que même en Argentine, comme ils ont perdu leur niveau de formation, Messi, il n'est pas formé en Argentine, il est formé en Espagne, au Barça. C'est ce qu'on ne souhaite pas, nous, au Maroc. C'est pour ça qu'on crée beaucoup d'académies, beaucoup de centres régionaux. On essaye de développer au maximum les structures, les infrastructures avec des éducateurs diplômés, avec des dirigeants aussi, parce qu'on n'a pas parlé des dirigeants, mais les dirigeants aussi vont être peut-être plus importants que les joueurs et même que les entraîneurs. Il faut des dirigeants compétents, qui ont une vision, qui s'y tiennent, qui continuent à travailler pour le bien du football. Et quand on a ces trois secteurs, c'est-à-dire joueurs, entraîneurs, dirigeants, et en plus les infrastructures, il n'y a aucune raison que l'Afrique ne sorte pas beaucoup plus de joueurs, ne valorise pas son championnat, ne valorise pas ses compétitions et ne devienne pas une place forte du football mondial. Absolutely. And actually, now that we are entering the last stretch of the panel, I want for us to comment briefly to two concepts. One's something that Frederic mentioned a while ago in terms of creating a system, an ecosystem that empowers that, right? And I want to bring that concept because we started speaking about Africa as an exporter of talent, which is, to your point, you know, players want to make a living. They seek
where that living is possible. In the case of Morocco, you've been able to attract actually top diaspora talent that decides to play for a national team because of the ecosystem and platform that you provide. And to that comparison, I think that that's almost a recipe. Not easy, but that should be the aspirational goal. So in that aspect of the ecosystem, and you are entrepreneurial, businessman, coach, and from players and heading an organizing body like FIFPro, right? Give me one thing that must be at the center of that ecosystem building to allow not only the growth as a continent together, but individually. What should be that commonality that enables that ecosystem to be able to thrive? Yeah, I think we've mentioned that. I think the main point is to professionalize the leagues locally, and obviously it needs to start from bottom up. So obviously, all the academy system needs to be reviewed and supported by the local associations. And in terms of the league, it needs to be attractive for our young players to want to play for their club. Today, a young player that plays in most of the small academies in Africa, they don't dream to play in their first team. They need to dream to play in their first team first before having that opportunity to maybe play in another league one day. But right now, the only possibility for them is to have a chance, like Jeremy said earlier, to just flee the country as quick as possible. So I think all that ecosystem need to be established, but I would say is to professionalize from bottom up the football in our local leagues. Si je veux passer un message, je pense qu'il faut d'abord considérer que le football est une activité économique qui emploie beaucoup de personnes, des milliers de personnes. Et les footballeurs sont au centre. Et pour cela, pour compléter ce que Freddy a dit, il faut une très bonne organisation. Il faut respecter les textes. Il faudrait que les joueurs se sentent à l'aise. Que les jeunes qui rêvent de devenir footballeurs professionnels soient dans les meilleures conditions pour pouvoir espérer être demain footballeurs professionnels. Et quand ils auront tout cela, vous savez, quand on regarde le championnat français, anglais, espagnol, pourquoi ils réussissent? Moi, j'ai eu la chance de jouer dans des clubs où on a gagné des trophées. Et vous savez ce que c'est que gagner un trophée. Leur ambition là-bas, c'est vrai, c'est gagner des trophées, mais qu'est-ce qu'ils font autour pour gagner? Ils mettent tout autour de ces joueurs-là. Et le rêve d'un jeune joueur, c'est effectivement déjà de devenir footballeur professionnel et de gagner des trophées. Pour gagner des trophées, vous savez très bien qu'il faut travailler, il faut être discipliné, il faut être résilient dans toutes les décisions pour pouvoir gagner. Et quand on gagne, c'est l'apothéose, c'est le Graal parce que c'est le fruit du travail. Et donc, eux, au niveau de ces grands championnats-là, ils mettent tout en place, ils respectent les conditions de ces joueurs-là, ils respectent leur contrat. Et nous qui sommes à la FIFPro, on le sait, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On a d'autres combats, mais au niveau du paiement de salaire, du respect des contrats, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'autres combats que nous menons. Par exemple, je peux le citer ici, le calendrier international. Je pense que beaucoup ici en ont entendu parler, parce que ça, c'est aussi un point important. Quand on regarde le nombre de matchs qu'un joueur peut jouer en une saison, c'est pas normal.
au niveau de l'Afrique, et ça c'est aussi l'occasion pour moi de passer un message à la CAF, nous devons tout faire pour que notre compétition phare ait une date fixe, pour que quand ces joueurs-là savent qu'ils vont jouer cette compétition-là, qu'il soit fixé que ça a telle période, parce que le fait de changer les dates, je pense qu'on n'envoie pas un message sérieux vis-à-vis des sportifs. Donc ça, c'est notre compétition phare. Nous devons avoir une date fixe. Nos footballeurs auront dans la tête qu'à la fin de la saison, je dois aller à la CAN et ils doivent se préparer pour venir représenter leur pays. Donc c'est tout cela, l'organisation qui est fondamentale pour y arriver à faire de bonnes choses dans le football. Coach, I want to give you the floor for the last 30 seconds. We like to see 10 years from now. There are 3 World Cups coming in that time frame. What success looks like for African football in 2035? Le rêve déjà, pour moi en tant qu'Africain et en tant que Marocain, déjà serait que le Maroc gagne la Coupe du Monde, que ce soit le premier pays africain qui la gagne. Mais en étant aussi, on va dire, communautaire avec l'Afrique, si ce n'est pas le Maroc, qu'un pays africain dans les 10, 15, 20 prochaines années puisse ramener enfin ce trophée pour qu'on puisse être respecté aussi. Parce que ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est bien sûr les structures, bien sûr beaucoup encore de travail, mais c'est le respect des grands clubs européens et ailleurs qui nous valorisent, et on sera valorisé en gagnant une Coupe du Monde. Comme l'a dit Jérémy, en organisant une Coupe d'Afrique, on voit tous les problèmes qu'on a en tant que coach pour que nos joueurs nous rejoignent, les batailles qu'on a avec les clubs parce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Et à un moment donné, pour qu'on nous prenne au sérieux, il va falloir gagner bien sûr des trophées, mais il va falloir qu'on s'organise, qu'on ait une régularité et une rigueur sur les 10-15 prochaines années pour qu'on soit un interlocuteur sérieux avec les grands clubs, parce que c'est eux qui dirigent, qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le business, et le football, c'est devenu un business. Donc il faut qu'on sache rentrer dans ce business, qu'on soit respecté, mais pour finir, pour être respecté, il faut qu'on se respecte nous-mêmes en tant qu'Africains. On a beaucoup de complexes, on a beaucoup de passés qui sont négatifs envers notre vision, et c'est pour ça qu'on n'est pas respecté. À partir du moment où on va se respecter, qu'on va se dire, comme on a fait à la Coupe du Monde, pourquoi moi, je n'aime pas m'attarder à cette Coupe du Monde, mais on a regardé les grands pays les yeux dans les yeux. Et je pense que dans le monde, ils se sont reconnus en tant que tels et dire, tu vois, on est capable. Et quand on regarde les gens les yeux dans les yeux, sans complexe, parce que l'Afrique, on parlait de football, mais il n'y a pas que dans le football. Dans la médecine, on a des Africains qui sont extraordinaires. Dans les affaires, dans n'importe quel domaine, les Africains, on n'a rien à envier à n'importe qui dans le monde. Et à partir du moment où on va être décomplexé, quand on va se dire on est capable de le faire, je vois l'Afrique, Inch'Allah, gagner une Coupe du Monde. Voilà. Inshallah. Thank you very much. Merci.